Bonne journée. Merci Olivier et Pascal pour l'animation de cette session. Merci à tous les participants sur les fluides. C'est un sujet qui reste et restera encore pour un certain temps d'actualité. On n'a pas fini avec les fluides, mais ça fait 150 ans que ça dure, puisque globalement, le sujet des fluides est aussi vieux que le sujet de la réfrigération et des premières machines. Nous allons passer au troisième atelier. Donc, merci à ceux qui continuent de nous accompagner, d'être présents pour ce troisième atelier, et bienvenue à ceux qui rejoignent sur le sujet du transport frigorifique. Nous aurons dans cet atelier un certain nombre de présentations. Je pense que tout le monde est connecté. Christophe est connecté aussi. Oui, oui. On va, voilà. Donc, nous animerons cet atelier avec Mathieu, et nous aurons trois interventions de la part de Chéreau, et Christophe Danton nous fera une intervention sur les innovations du point de vue d'un carrossier. Julien Thor, le dirigeant de Frappa, nous apportera son point de vue également sur les nouveautés en la matière et les solutions qu'il y apporte. Nous aurons une présentation des travaux de la thèse de Claudia Capot, qui travaille au Sémafroid et qui travaille en lien avec l'ensemble des professionnels sur le vieillissement des engins frigorifiques, et sa thèse étant réalisée dans deux laboratoires, le CETIL et le LIRIS à Lyon, qui sont rattachés à l'INSA et au CNRS. Et puis, nous pourrons discuter de ces différents points d'innovation. Le transport n'est pas présent que dans cette session ce matin. Dans ces journées techniques, il sera aussi présent à travers les sujets d'innovation, à travers les sujets sur l'avenir du Sémafroid en fin de journée aujourd'hui, sur les sujets d'énergie évidemment. Et donc, on trouvera dans les différents ateliers bien entendu des remarques, des sujets, des présentations, des illustrations de cette question. On l'a vu tout à l'heure sur les fluides, évidemment. Les fluides sont aussi dans la pharma, comme on l'a vu en introduction ce matin. Donc, le transport frigo est dans notre ADN et il est tout au long de ces présentations. Néanmoins, on ne pouvait pas, lors de journées techniques du Sémafroid, ne pas aborder le thème à travers un atelier consacré au transport. Donc, avec Francis et avec Mathieu, nous allons animer cet atelier. Alors, en introduction, je voulais rappeler quelques chiffres. Globalement, les équipements frigorifiques, qui est le sujet de notre journée, ce sont 5 milliards d'équipements dans le monde, parmi lesquels le transport, c'est 4 à 5 millions d'équipements de transport terrestre. Ça peut paraître peu, mais c'est un sujet crucial. C'est en forte croissance et ça le sera encore plus dans le futur, puisque la répartition de la flotte est très hétérogène. Si on prend la flotte en France, c'est à peu près équivalent à notre consommation d'énergie, à notre population, à la part mondiale, à notre part du PIB mondial. Un peu plus que la population. On a à peu près un camion pour 450 habitants. C'est un camion pour 150 000 dans des pays comme l'Inde. Donc, on est très équipé par rapport à d'autres. Et donc, il y a des besoins dans le monde. Donc, le transport se développera dans le futur. C'est aussi une technologie relativement récente dans la réfrigération. La réfrigération a 150 ans. Le froid de transport terrestre que nous connaissons aujourd'hui n'en a que 50 ou 70. C'est quelque chose de plus récent par rapport au reste du sujet de la réfrigération.
500. Alors, comme je vous le disais, on est plutôt très équipé dans l'Union européenne avec un peu plus d'un camion pour 500 habitants, beaucoup moins dans certains pays et donc des potentiels de développement. Et aujourd'hui, si on prend le marché français, où on a une très bonne connaissance, puisque collectivement, les constructeurs, les transporteurs, à travers l'administration du ministère de l'Agriculture, à travers l'application DataFree, renseignent et donnent à tout le monde un certain nombre d'informations. Donc aujourd'hui, il y a 120 000 attestations ATP valides à l'instant T à peu près, à quelques unités près, et donc 120 000 camions ATP en France, camions, camionnettes ou semi-remorques. Et il y a aussi ceux qui n'ont pas encore une ATP, n'en ont plus ou sont utilisés sans ATP parce qu'ils n'en ont pas besoin, ce qui porte la flotte à environ 150 000 véhicules en France sur le transport sous température dirigée, avec une moyenne d'âge qui est d'environ 5 ans et un renouvellement qui est de l'ordre de 15 000 véhicules par an. La flotte française est jeune et dynamique, elle évolue et elle est reconnue dans le monde. C'est en partie dû à la réglementation de l'ATP, qui évolue peut-être moins, mais la technologie évolue beaucoup. Ce qui évolue, c'est les gens qui rejoignent le cercle des pays ATP. Dans les derniers pays qui ont rejoint, après la Turquie, l'Arabie Saoudite. Et petit à petit, le cercle européen fait tache d'huile. Ça, ce sont les pays qui ont adopté l'ATP, mais aussi dans les nouveautés, eh bien, il y a les pays qui prennent l'ATP, en font une norme nationale, comme ça a été le cas en Inde, comme c'est le cas en Afrique du Sud, comme c'est le cas dans certaines régions de Chine. C'est quelque chose qui, petit à petit, s'étend un peu partout dans le monde. La partie Méditerranée étant le berceau de l'ATP avec les pays du sud de l'Europe, mais aussi d'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, maintenant la Turquie et les pays du Golfe qui s'en rapprochent. Donc, dans la situation du transport, si tu peux passer la suivante, quels sont les défis à relever? Je dirais que il y en a beaucoup, mais c'est un déca. Alors, vous en ferez un décaféiné ou un décalogue ou un décagramme comme vous voulez. En tout cas, on ne peut pas, et sans ordre, si ce n'est celui de l'acronyme, ne pas mentionner la durabilité. C'est un défi qui nous vient à la fois de la réglementation, mais aussi de la responsabilité des entreprises et des professionnels sur la durabilité du transport. On en parlera à travers les présentations des carrossiers, mais aussi dans l'innovation, les présentations de fabricants de machines comme Goldway ou ce matin avec Carrier sur le froid de la pharma. On en parlera aussi avec la thèse de Claudia Capot sur le vieillissement des engins. L'efficacité, qui est un sujet sur l'énergie, sur l'efficacité environnementale. On en parlera dans l'atelier énergie à travers en particulier la présentation du programme Éclair, mais plus largement les sujets de l'énergie. Nous avons la partie conformité. Alors l'efficacité, c'est l'efficacité énergétique, mais c'est aussi l'efficacité du service rendu pour le client. La conformité, c'est l'exigence en matière de sécurité sanitaire, de sécurité pharmaceutique, qui nécessite de la conformité, qui est un de nos métiers, mais qui est aussi le métier de tous les professionnels de la chaîne du froid. La conformité et la traçabilité, on en parlera aussi à travers l'atelier demain sur la digitalisation du sémaphore, la digitalisation du froid. Et puis, l'adaptabilité. Eh bien, nous avons peut-être en France une flotte mature, mais les besoins évoluent. La récente crise sanitaire nous a montré que bien, les gens pouvaient changer assez rapidement de mode d'achat, de comportement, et ça nécessite une adaptation de la chaîne logistique et en particulier de la chaîne logistique du froid, donc du transport sous température dirigée. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Christophe Danton de chez Chéreau pour nous présenter sa vision des choses sur le transport frigorifique et les nouveautés en la matière. Merci Gérald et bonjour à toutes et à tous. Je vais appuyer ma présentation sur le véhicule Rode, qui est un
un véhicule concept que nous avons présenté au dernier salon Solutrans après 3 années de recherche et développement avec des partenaires. Et puis ensuite, je vous présenterai comment on est passé du concept à la réalité, comment on a tiré les applications de ce concept dans nos gammes de produits actuels. Et je terminerai par la nouvelle gamme Chero Hydrogen Power et son application à travers un projet qui s'appelle Chero H2 Cold Chain. Donc, le projet Road, c'est un projet collaboratif donc, qui a duré 3 ans. Donc, on a présenté au dernier Solutrans ces 5,5 millions d'euros d'investissement pour créer une vision de la semi-remorque du futur. Et puis, au-delà de la création de cette vision, c'est aussi pour tester un certain nombre de technologies et pour voir comment elles peuvent être applicables à nos produits. Alors, on a parlé à l'instant, Gérald, tu parlais du décalogue. Effectivement, on va retrouver beaucoup la durabilité, l'efficacité et la conformité. Tout d'abord, on a essayé de faire un véhicule qui soit efficace au sens frugalité et performance, notamment à travers un travail sur l'allègement, l'aérodynamisme du véhicule, mais aussi sur l'isolation, puisqu'on est passé sur une technologie d'isolant à base de panneaux VIP, donc de vide. Et j'en reparlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Nous avons notamment collaboré avec le CEMAFROID pour qualifier ces véhicules et avoir une idée très précise de leur performance. L'autre suivant, c'est toute la partie énergétique avec l'hydrogène. Et puis, on a travaillé aussi sur la digitalisation et l'efficacité à travers le multiplexage du véhicule. Alors là, vous voyez Road devant Energy Observer. C'est sur le port de Saint-Malo. C'est simplement pour illustrer d'une part les prix qu'a eu cette semi-remorque et au-delà de l'engagement à faire ce véhicule et à le décliner derrière dans le concret de nos gammes de produits. Nous avons un engagement fort chez Chero pour des actions concrètes en termes de transition énergétique et nous avons souscrit un partenariat qui est extrêmement riche en termes d'expérience avec toute l'équipe d'Energy Observer et toutes les technologies que le bateau est en train de tester en ce moment autour du monde. Alors, j'en viens maintenant aux différentes gammes de produits issus de Road. En fait, de Maman Road, je dirais, nous avons fait quatre gammes de produits, 4 bébés. Le premier, c'est Inogam Evo. C'est le gros de nos ventes aujourd'hui, c'est l'évolution de notre gamme de produits qui est la référence du marché. Et là, cette gamme, elle bénéficie essentiellement de tout ce qui est partie allègement et aérodynamique sur le véhicule. Nous avons la gamme Next ensuite, qui est la gamme connectée, où là, on va retrouver notamment pour l'efficacité des couplages de fonctions qui vont permettre, par exemple, de fermer automatiquement la porte arrière quand le haillon descend, et puis beaucoup d'ergonomie pour le conducteur et évidemment les datas du véhicule disponibles pour le transporteur et pour la gestion de l'exploitation. Puis, je vais m'arrêter un petit peu plus sur la gamme Chero Performance. Donc, c'est celle qui contient la nouvelle isolation de type VIP. Donc, ce sont des panneaux de capsules de vide. Avec le CEMAFROID, donc nous avons qualifié ce véhicule et nous sommes arrivés à un QFK de 0,27. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des QFK aussi performants. Et puis, nous avons au-delà de ça travaillé avec le CEMAFROID pour la qualification des performances du véhicule et un benchmark entre une Inogam Evo avec la mousse polyuréthane classique et puis cette Chero Performance. Et nous arrivons à une amélioration des performances et une baisse surtout du groupe, de la consommation du groupe de l'ordre de 25%. Donc, ce sont des performances extrêmement intéressantes en termes de frugalité énergétique et de TCO pour les clients. Et puis enfin, la gamme Chero Hydrogen Power. Donc là, c'est l'industrialisation, et on peut passer à la slide suivante, c'est l'industrialisation de l'hydrogène. Nous croyons beaucoup en cette énergie propre. Si on produit de l'hydrogène vert, eh bien, nous avons une énergie qui n'a pas de production de CO2,
pas d'émission de particules et qui est parfaitement silencieuse et qui ne change pas pour le client sa façon de travailler, puisqu'en simplement 10 minutes, on refait le plein pour 2 à 3 jours d'autonomie. Cette gamme-là, donc, nous en sommes aux pré-séries. Nous avons prévu de sortir 10 véhicules d'ici à fin 2022 pour être ensuite en série à partir de 2023. Cette mise en série, nous la déployons d'une manière un petit peu particulière puisque nous avons lancé par la voix de Damien Destromo, notre PDG, un appel à l'ensemble des acteurs de la chaîne du froid de manière à nous rejoindre à travers un projet qui s'appelle Chero H2 Cold Chain. Donc ça, c'est sur la slide suivante. Merci. L'idée, c'est de fédérer pour réussir. Et en fait, l'arrivée de l'hydrogène dans le concret pour les transporteurs, c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de station. Tant qu'il n'y a pas de station, il n'y a pas de véhicule. Et pour permettre que cette transition énergétique dont nous avons tous besoin rapidement se fasse, nous souhaitons fédérer et arriver avec une solution qui propose à la fois la production d'hydrogène vert, sa distribution et les véhicules qui vont avec. Donc, si on prend la slide suivante. Donc, le principe, c'est de porter ensemble cette solution et de mutualiser les moyens en fédérant des industriels de l'agroalimentaire, des transporteurs et des distributeurs type GMS, de constituer ensemble des écosystèmes hydrogène avec la production et la distribution d'hydrogène vert sur site, que ce soit chez les industriels qui ont des surfaces de toit importantes pour produire à partir de panneaux solaires de l'hydrogène vert, chez les transporteurs et les distributeurs qui ont aussi des surfaces de toit importantes, et puis une flotte de véhicules dédiés. On va commencer par les semi-remorques, mais les tracteurs, un an ou deux après, vont suivre. L'objectif, c'est vraiment d'être catalyseur de l'essor de l'hydrogène en région, autour de ces écosystèmes, mais aussi sur le territoire français, voire même en Europe, puisqu'on a un certain nombre d'acteurs européens qui se montrent intéressés par ce projet. Voilà, pour la chaîne du froid peut servir de catalyseur pour l'ensemble du transport de marchandises en étant la première utilisation de l'hydrogène en tant que nouvelle énergie. Voilà pour les éléments clés. Je suis bien sûr à votre disposition si vous avez des questions et si vous souhaitez échanger. Vous avez donc mon adresse mail qui est précisée sur… Parfait. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. Je propose qu'on continue avec celle de Julien. Je conserve les questions et on les traitera après les présentations, si vous voulez bien. Comme ça, on pourra répondre sur les différents sujets présentés par les intervenants. Donc, je propose… Julien, si tu es prêt de prendre le relais avec la présentation du point de vue de Frappa sur ces questions. Merci Gérald, vous m'entendez? Très bien. Merci Christophe. Bonjour à tous. Là, pour ma part, donc je vais d'abord présenter un préambule sur l'ADN de la société Frappa vis-à-vis de l'innovation. Et puis répondre un peu aux différents défis que tu as évoqués, c'est-à-dire le froid silencieux, le froid efficace et la durabilité. Donc, si tu veux bien passer au slide suivant. Donc, en ce qui concerne l'innovation, de notre point de vue, il y a deux types d'innovations. Des innovations pour répondre aux besoins implicites, ça s'appelle des innovations de rupture, et des innovations sur des besoins explicites. Là, on est plutôt sur l'innovation de progrès. Alors, nous, actuellement, on est plutôt sur des innovations de progrès. Les innovations de rupture sont généralement très capitalistiques. Donc, on ne s'interdit pas de le faire, mais c'est vrai qu'il faut arriver à adhérer à un certain nombre de membres de la profession pour répondre à ce type de besoins implicites. Donc aujourd'hui, nous sommes un industriel avec une particularité puisqu'on conçoit, produit et commercialise à la fois le châssis, la carrosserie et les groupes cryogéniques. C'est-à-dire qu'on est sur les trois parties d'une semi-remorque.
et ça fait notre singularité dans le métier. Nous n'avons pas la prétention d'avoir le meilleur produit, mais plutôt de répondre aux problématiques de clients en fait, pour créer leur propre produit. Voilà, ça, c'est une vraie décision qu'on a prise et c'est une vraie orientation qui est prise chez nous. Donc, je vais ensuite passer au froid silencieux. Ça, c'est quelque chose qu'on a nous, développé depuis maintenant 12 ans. Hein, et on commercialise la version d'abord directe il y a une dizaine d'années, maintenant en indirect depuis 5 ans. Sur le slide suivant, on va voir le schéma de principe. Donc, on parcourt toute la gamme, hein, la gamme lourde, on va dire, du 12 tonnes au 44 tonnes. Donc, le principe est assez simple. C'est un réservoir cryogénique, hein, dans lequel on met de l'azote liquide, à peu près le même temps de chargement que l'hydrogène, c'est une dizaine de minutes aussi. Et ensuite, on va remplir les ailettes d'un évaporateur de cet azote liquide qui va donc être la source de froid et qui, en fonction du nombre de ventilateurs et de la dimension de cet évaporateur, va nous permettre en fait de répondre à la volumétrie de la carrosserie et à la typologie de transport. Voilà. Donc, on a donc au slide suivant, on voit les différentes tailles d'évaporateurs. On a 3 types d'évaporateurs, hein, qui sont nommés avec des chiffres qui donnent en fait la largeur de l'évap et sa puissance. Et je dirais en mariant ces évaporateurs, on peut faire de la SMI. On a d'ailleurs, je crois qu'on est les seuls sur ce sujet-là à avoir eu un agrément au niveau du système à froid, puisqu'on a un tritemp aujourd'hui qui a été agréé pour les semi-remorques, où on va mettre les 3 évapes qu'on voit à l'écran sur une semi. Sur le slide suivant, on voit les différentes tailles de réservoir. Alors, la taille du réservoir nous permet effectivement de nous donner la capacité de froid. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir loger ce réservoir dans les différents encombrements véhicules, soit sur de la semi-remorque, soit sur du porteur. À savoir que sur le porteur, on a la possibilité de mettre ce réservoir au-dessus de la cabine dans le cas où on n'a pas suffisamment de place dans l'empattement. Voilà pour la partie de la gamme lourde et de la marque Silencio. Il faut savoir qu'à chaque fois, on a déposé à la fois des marques et des brevets pour acter en fait, je dirais, nos innovations et nos développements. Donc, fort de cette expérience dans la cryogénie, on a développé aussi la même chose sur la gamme légère. Donc là, la marque s'appelle Silence No. Donc, toujours cette notion de silence qui est très forte, hein, puisque c'est assez bluffant, il n'y a aucun bruit. Et Snow, c'est le clin d'œil à la neige carbonique. Donc, sur le slide suivant, on va voir le schéma de principe du Silence No. Donc là, on a même chose, un réservoir de neige carbonique qui peut être, je dirais, positionné à différents endroits sur le véhicule. Alors là, on a mis un exemple au-dessus de la cabine, derrière la capucine, mais ça peut être aussi fait au niveau de dans la carrosserie du groupe. Donc là, on peut passer au slide suivant. Donc là, j'ai un petit problème sur l'écran. 2 secondes parce que moi, je n'ai plus l'écran. J'espère qu'il va réapparaître. Bon, je vais m'en sortir quand même. Donc sur le slide suivant, là, on voit l'alimentation de la solution de refroidissement avec donc un poste d'injection qui va nous permettre d'injecter la neige carbonique dans le véhicule. Voilà en ce qui concerne le froid silencieux. Ensuite, donc pour répondre à une autre problématique, c'est le froid efficace. Donc là, c'est à la fois un dépôt de brevet et une marque, hein, c'est la porte économique. Il
faut savoir que dans le métier, quand vous avez une porte relevante, le standard de passage est de 2350, ce qui ne permet pas en fait de charger 3 palettes de front. Donc, dans le schéma de principe suivant, vous avez la largeur donc, de passage qui est équivalente à une largeur de palettisable, 2470. Et on voit les effets pour le client. Donc, c'est dans le slide suivant. C'est pour ça qu'on a nommé ça économique, puisque le client va à la fois faire des gains économiques et il va avoir une approche très écologique. Puisque en chargeant ces 3 palettes de front, il gagne 300% de productivité par rapport à une porte relevante traditionnelle, puisque dans une porte relevante traditionnelle, il peut au mieux charger 2 palettes à la fois, voire une palette par une palette. Donc, le client a fait, c'est un essai réalisé sur 12 mois, c'est le groupe LDC. Il mettait généralement 3 quarts d'heure pour charger sa SMI. Là, aujourd'hui, il ne met plus qu'un quart d'heure. Quand vous multipliez ça par 20 € et que vous chargez 20 fois par jour, 300 jours par an, je vous laisse faire le calcul. C'est une économie pour le client en prenant un taux horaire de 30 € de l'heure, de l'ordre de 60 000 €. Donc, c'est assez colossal et un retour sur investissement très rapide. Il y a un avantage évident par rapport aux portes battantes, c'est que la SMI se mettant à quai, elle se met directement dans les sas des entrepôts, donc il n'y a pas de rupture de chaîne du froid, donc il y a un gain de consommation de groupe de l'ordre de 6% et de productivité. Et puis un autre élément qu'ils ont aussi chiffré chez eux, il faut savoir que 2/3 des accidents de travail chez les chauffeurs sont dus à la descente du tracteur et à l'ouverture des portes arrière. Or, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire ni de descendre du tracteur, ni que le chauffeur ouvre les portes, puisqu'il y a un bouton pneumatique qui est sur le cadre arrière et qui est directement actionné par les opérateurs de quai. Voilà, donc, ça a été donc, présenté aussi à Solutrans et on a eu un prix d'innovation sur ce produit-là. Et puis, le dernier point, voilà, la durabilité, pour répondre aussi à une des problématiques. Là, on voit dans le schéma suivant. Donc, on a appelé ça le PRH+, protection renforcée haute. Donc, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules en distribution, généralement, sont abîmés sur la partie supérieure, ce qui nécessite une réparation souvent assez lourde. On a, nous, constaté une réparation de l'ordre de 3 000 € en moyenne, avec une immobilisation à minimum d'une semaine. Donc, en remplaçant les profils supérieurs, en général en alu ou en polyester, par des coques alu plus des profils inox relativement épais, 2,5 mm, et fixés mécaniquement, on n'a plus ces problématiques, c'est-à-dire que ce n'est pas la branche qui casse on va dire la protection haute du véhicule, c'est la protection haute du véhicule qui casse la branche. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de nos différentes innovations. J'ai aussi laissé mes coordonnées dans la dernier slide. Et puis, j'invite mon confrère, voire la profession, à développer une innovation de rupture et je propose la semi-autonome. Large débat, mais il faut des rêves et si les industriels français arrivaient à développer ça, je pense qu'on pourrait faire un beau pied de nez à nos amis allemands. Voilà, et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation et cette invitation au rêve. Il en faut et c'est indispensable si on veut aller de l'avant. Je partage tout à fait. Vos interventions, Christophe et Julien, ont amené des questions. On va les garder, restez avec nous. On va enchaîner sur la présentation de Claudia, pour laquelle tu as fait une très belle transition avec ta dernière partie, puisqu'effectivement, quelque part, ces accidents, ces destructions de la caisse sont une des composantes du vieillissement.
il faut construire des matériels performants, innovants. Il y a des nouveautés sur le marché, mais comment tout cela dure dans le temps? La durabilité, c'est celle qu'on donne au départ, mais c'est aussi celle qu'on voit dans le temps. Et si on veut progresser en durabilité, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps. C'est le travail que fait depuis 3 ans au Sémafroid Claudia, qui va soutenir bientôt sa thèse, et donc qui va nous présenter l'avancée de ses travaux. Ok. Bonjour à tous. Dans cette présentation, je vous parlerai de ma thèse de doctorat, le vieillissement des engins utilisés dans la chaîne du froid. Donc, si on passe à la diapo suivante, qu'est-ce que c'est le vieillissement? Le vieillissement est principalement représenté par la perte de capacité d'isolation de la caisse de l'engin et se quantifie par l'évolution du coefficient K dans le temps. Et pour cela, on peut penser de le quantifier avec les ratios entre le coefficient K mesuré à 12 ans et le coefficient K mesuré sur le prototype, l'engin prototype, au début de la vie de l'engin. L'objectif des fabricants a été toujours de construire une caisse légère ayant une résistance suffisante dans laquelle l'isolation pourrait rester sèche et se conserver bien dans le temps. Au fil des années, comme vous le savez, on a assisté à une évolution des matériaux utilisés dans la construction des caisses. On est passé des matériaux naturels utilisés dans les années 40. Aujourd'hui, à nos jours, où les constructions traditionnelles faites par des panneaux sandwich en polyuréthane s'enrichissent de nouvelles technologies telles que l'insertion de sous-vide visant à améliorer les performances d'isolation. Cette évolution donc a conduit à un changement de la performance et donc aussi à un changement de la façon dont les caisses vieillissent. Donc allons-y et découvrons ensemble le vieillissement. Avant de commencer à parler du vieillissement, quelques mots sur le partenariat. Pour ceux que j'ai jamais rencontrés en personne, je suis Claudia Capo, en fin de ma thèse. Une thèse qui a eu lieu dans le cadre d'un partenariat avec 3 organismes différents, comme disait Gérald avant, le Sémafroid et des laboratoires de l'INSA de Lyon, le CETI, le Centre d'énergétique et de thermique de Lyon, et le LIRIS, le laboratoire d'informatique, images et systèmes d'information. J'étais encadrée par les professeurs Jocelyn Bonjour, Rémi Révelant et Jean-Marc Petit du côté de l'université, et par Gérald du côté du Sémafroid. Dans cette présentation, si on passe au diapo suivant, je vous présenterai toutes les étapes qui ont caractérisé cette étude de 3 ans. L'étude bibliographique, l'exploration des données et l'analyse des données disponibles au Sémafroid, et enfin la modélisation du phénomène. Donc, on commence avec la première étape fondamentale qui a été l'analyse de la bibliographie dans les domaines non seulement du vieillissement des engins, mais aussi du transport sous température dirigée. J'ai pu analyser des 100 documents, parmi lesquels des articles de conférences et des journaux, des rapports, mais aussi des normes et des réglementations. Et cette analyse a permis de comprendre ce qui avait été déjà fait dans la littérature et donc de tracer une trajectoire à mon étude des 3 ans. Deuxième étape, c'était l'exploration et l'analyse des données disponibles au Sémafroid. Au Sémafroid, il y a des bases de données. La base de données Datafrig qui contient les informations de plus de 350 000 engins immatriculés en France, pour lesquels on connaît environ 120 attributs, par lesquels, par exemple, les coefficients K mesurés, mais aussi d'autres attributs comme la marque de l'engin, les accessoires, le type de groupe ferroïfique, ainsi de suite. Après, il y a aussi une autre base de données, la base de données totaux, qui conserve les résultats des essais réalisés à différents moments de la vie de l'engin dans les tunnels du Sémafroid. Donc, plusieurs opérations, si on passe à la diapo suivante, plusieurs opérations ont été effectuées sur ces bases de données.
les données ont été extraites et soumises à un processus de nettoyage pour améliorer la qualité de ces données. Donc, on a éliminé les valeurs aberrantes et les valeurs manquantes et on a ajouté des informations qui manquaient. Enfin, on a retenu un premier jet de données qui 2158 engins. Ces premiers jets de données étaient soumis à une analyse statistique, qu'on va voir ici. La question que nous nous sommes posée pour commencer l'analyse statistique est la suivante. Comment le coefficient A12, le ratio entre K12 et Kp, se comporte d'un point de vue statistique dans le jet de données obtenu? Donc, nous avons utilisé la densité de probabilité pour analyser ce coefficient A12 par rapport aux facteurs qu'on considère par une connaissance du terrain les plus importantes dans le processus du vieillissement. Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir les premiers des facteurs. Chaque courbe représente la densité de probabilité. La densité de probabilité est définie analytiquement, la distribution de la variable A12 autour de sa valeur moyenne qui est représentée par la pique de la courbe. Le premier facteur avec les graphiques en haut est la dimension de l'engin. Donc, concerne la taille des véhicules. On a analysé trois échantillons de véhicules ayant une différente taille. Et vous pouvez voir que la courbe qui correspond au semi-remorque est la courbe rouge est située plus à droite, c'est-à-dire vers des valeurs plus élevées d'A12 que les autres courbes. En fait, comme on sait, au cours de leur vie, les semi-remorques subissent à cause de leur taille des contraintes mécaniques plus importantes que les camions et les camionnettes. C'est pour cette raison qu'après 12 ans de vie, on peut considérer que les semi-remorques subissent un vieillissement plus important. Cependant, comme vous pouvez le voir, la courbe rouge des semi-remorques est plus petite et plus serrée vers la valeur moyenne, c'est-à-dire la dispersion des valeurs de A12 est moindre que les camions et les camionnettes. Et cette chose arrive parce qu'on peut considérer que les semi-remorques sont construits de façon plus standardisée que les camions et les camionnettes. Même raisonnement, on l'a fait pour les échantillons de véhicules ayant deux types de groupes frigorifiques, donc les graphiques en bas. Comme vous pouvez le voir, la courbe des véhicules qui ont un groupe de type monobloc va vers des valeurs d'A12 plus élevées que la courbe des camions, des engins avec un groupe de type splitté. Dans la prochaine diapo, il y a un autre facteur, le fabricant. Différents fabricants correspondent à une différente courbe, donc une différente performance et une différente façon de vieillir. Et après, on a analysé un autre type de facteur, le type de transport. Cette fois-ci, on a utilisé une autre définition de vieillissement, celui provenant de la littérature définie par d'autres auteurs, Boldrin, Panotz et Tal, que vous pouvez voir dans la diapo. Nous avons utilisé cette définition pour comparer nos résultats aux résultats de ces auteurs. Et on peut voir que le vieillissement le plus important est celui qui concerne les engins soumis à un transport de viande. En fait, pour le transport de viande, on a un basculement des carcasses qui peut mener dans la vie de l'engin à des contraintes mécaniques le plus importants. Nos résultats sont bien comparables à celles présentées par ces auteurs. Dans la prochaine diapo, encore un autre facteur, l'agent d'expansion. Trois courbes. La courbe rouge correspond à des semi-remorques moussées avec du cyclopentane. Contrairement à ce qu'on s'attendait, cette courbe se présente vers des valeurs de A12 plus faibles par rapport aux autres courbes de semi-remorques moussées avec du R141B et du R11. Donc, même si le cyclopentane est l'agent d'expansion ayant la plus haute conductivité thermique initiale, il semble être celui qui permet une meilleure préservation à long terme des propriétés isolantes.
Ça pourrait sembler étrange, mais en réalité, cela correspond au fait que l'agent d'expansion, quand on a du vieillissement, est remplacé par de l'air. Et comme vous pouvez voir sur le graphique plus petit en haut dans cette diapo, la conductivité thermique du cyclopentane est celle qui est plus proche de la conductivité thermique de l'air. Donc, dans la prochaine diapo, vous pouvez voir une classification qu'on a fait des facteurs les plus importants. Donc, on passe du type de véhicule jusqu'aux agents d'expansion. Et maintenant, nous passons à la modélisation du phénomène. Nous avons, avec le LIRIS, exploré différents types de modèles. Les modèles de classification qui sont destinés à une classification du type vrai ou faux, faible ou moyen du vieillissement, et un type de modèles de régression pour calculer des valeurs numériques. Finalement, comme l'objectif de la thèse était d'évaluer une valeur numérique exacte du vieillissement, nous avons choisi un modèle de régression qui permet de prédire ces valeurs. On a préféré, donc, la prochaine diapo, d'utiliser l'apprentissage par arbre des décisions. Cet apprentissage consiste à construire un ensemble des arbres, comme le dit le nom du modèle, et qui permettent de faire plusieurs choix pour étudier le phénomène du vieillissement. Imaginons que vous posiez une question à 1 millier de personnes et que vous combinez les réponses. Dans la majorité des cas, vous pouvez obtenir une réponse meilleure que celle que vous pouvez obtenir si vous la posez à un seul expert. Donc ça, c'est le principe de l'apprentissage par arbre de décision. Notre modèle nous a permis, par l'utilisation d'une fonction, d'identifier les facteurs les plus importants du processus du vieillissement. Ces facteurs sont reportés et représentés dans le tableau dans ce diapo. Et comme vous pouvez le voir, ils correspondent bien aux facteurs qui étaient déjà identifiés dans l'analyse statistique. On avait parlé de dimensions de l'engin, du type de l'engin, camion, camionnette, semi-remorque. Ici, on ne retrouve pas la même définition, mais on retrouve des facteurs similaires tels que la charge utile, le poids vide, la surface, le poids total autorisé en charge. Après, on avait parlé d'agent d'expansion comme facteur important d'un point de vue statistique. Ici, dans le modèle, on trouve l'agent d'expansion R141B ou le cyclopentane. On avait parlé de fabricants, on retrouve différents constructeurs A, B, C. Et après, on retrouve aussi la présence ou l'absence du groupe FEGO. Le modèle nous a permis aussi d'identifier d'autres facteurs, notamment la présence de certains accessoires comme les barres à viande. Dans la prochaine diapo, avec ces facteurs, ici, on a les scores obtenus sur la base de ces facteurs discriminants. Sur l'axe, dans le graphique, sur l'axe des abscisses, on voit la valeur mesurée de K12 sur Kp. Sur l'axe des ordonnées, la valeur prédite pour K12 sur Kp. Et comme vous pouvez le voir, la valeur prédite est plus ou moins 10% la valeur mesurée. Donc, on peut se considérer plutôt satisfait de notre modèle. Nous ne sommes pas seulement arrêtés à la modélisation par des techniques d'intelligence artificielle, mais nous avons aussi essayé de modéliser le phénomène d'un point de vue thermique. Grâce à l'appui de l'expertise et des connaissances de Nicolas Boudet du Sémafroid, on a développé un modèle qui réussit à recalculer assez bien les valeurs du coefficient K du prototype. Ce modèle imagine les véhicules comme un circuit, je l'avais montré dans la diapo précédente, comme un circuit de résistance en parallèle. Il s'agit d'un problème unidimensionnel. Pour chaque paroi, on considère la surface moyenne et on néglige les effets de bord. Donc, l'inverse de la résistance totale de ces circuits peut être considéré notre coefficient K. Dans la diapo, dans cette diapo, je vous montre l'exemple sur un camion. On avait un Kp mesuré de 0,35 et un K12 mesuré de 0,47.
Dans la prochaine diapo, je vous ai présenté les calculs pour une paroi. En reproduisant ces calculs pour toutes les parois, on arrive à obtenir un coefficient Kp calculé de 0,34 alors que le mesuré c'était de 0,35. Donc, c'est un modèle qui arrive à prédire assez fidèlement la valeur du Kp. Maintenant, on est en train d'essayer d'ajouter aussi la composante due au vieillissement à ce modèle pour recalculer aussi le coefficient mesuré à 12 ans. Donc, les conclusions de mon étude, c'est que par une analyse statistique, nous avons identifié et confirmé les facteurs les plus importants dans le phénomène du vieillissement. Grâce à des techniques d'intelligence artificielle, un modèle de régression a été créé et ce modèle confirme les facteurs mis en évidence par l'analyse statistique et réussit à prédire un vieillissement avec une erreur de plus ou moins 10%. Un modèle du point de vue thermique est capable de calculer maintenant en manière satisfaisante la valeur du coefficient Kp, l'ajout des composants dus au vieillissement pour le calcul du K12 est en phase de finalisation. Donc, merci pour votre attention. Merci Claudia pour la présentation et qui fait le lien avec les engins. On a donc maintenant un modèle, on en parlera demain sur la partie digitalisation, c'est l'utilisation dans nos plateformes du futur des modèles qu'on peut établir comme celui-là au profil de nos clients pour dimensionner les engins, pour modéliser et permettre d'anticiper au maximum les résultats qu'on peut trouver dans des essais. On a eu un certain nombre de questions et on va essayer avec Mathieu, qui est donc le responsable, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais tous ceux qui sont dans le transport connaissent Mathieu au Sémafroid. Mathieu Hardy est le responsable des activités de certification ATP et de délivrance des attestations. Donc connaît tous les professionnels et tous leurs petits secrets, tous les professionnels du transport frigorifique. On a, pour commencer peut-être les questions qui s'adressaient plus aux deux présentateurs du départ, Julien et Christophe. Alors la première concerne l'autonomie, et l'autonomie c'est une question qui est large pour vos différents systèmes. Quelles sont les autonomies que vous avez sur le CO2, sur l'azote dans vos différents systèmes, sur la partie hydrogène? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus tous les deux sur le sujet? Ils sont connectés. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je veux bien intervenir. Alors, l'autonomie, c'est un vrai sujet puisque nous, on a en fait, le froid, on le produit pas, on l'embarque, hein, vous avez la différence, ce qui fait qu'on a un système qui est très simple, hein, puisqu'en fait, on a un réservoir, un évap, en gros, ou une zone où on a du froid et ce froid est ensuite transmis dans un évaporateur. Donc, sur l'autonomie, ça dépend effectivement de plusieurs critères. Ça dépend de la qualité de l'isolation du véhicule, ça dépend du nombre d'ouvertures de portes, et ça, c'est relativement important. Ça dépend de la température de consigne et de la température extérieure. Donc, c'est une question auquel il est très difficile de répondre comme ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça répond en tout cas à la distribution. C'est-à-dire que dans les cas les plus critiques, imaginons une température extérieure de 35 degrés avec une température de consigne à moins 18, on a ce qu'il faut pour faire une tournée de 10 heures. Voilà. Oui, et puis les essais, la certification, pour répondre à cette question, la certification ATP intègre l'autonomie dans les conditions ATP, évidemment, 30 degrés extérieurs, absence de charge à l'intérieur, donc absence d'inertie,
et la capacité de tenir sur un certain nombre de ces systèmes. Autre question qui était peut-être plus destinée à Christophe, qui pourra aussi répondre sur ces sujets d'autonomie. On a des nouvelles technologies panneaux sous vide et effectivement, régulièrement revient la question, si j'ai un accident, si j'ai une perforation de paroi, qu'advient-il de la performance de mes panneaux sous vide dans ma caisse pour saut d'isolation. Christophe, si tu veux peut-être réagir sur les questions et d'autonomie et de durabilité dans le temps des panneaux sous vide. Bien sûr. Alors, sur ce qui est de l'autonomie, je rejoins tout à fait ce que disait Julien. Ça dépend bien entendu des conditions. Ça va aussi dépendre de la technologie qu'on va utiliser pour l'isolation du véhicule. J'évoquais tout à l'heure la technologie VIP qui permettait 25% de consommation du groupe en moins. Ça veut dire que le groupe, il va tourner, si en tout cas on est en start and stop, il va tourner moins fréquemment et donc du coup l'autonomie va s'en retrouver largement rallongée. S'agissant de ces panneaux, donc pour l'autonomie hydrogène, nous on a dimensionné notre véhicule pour une journée en distribution puisque ça correspond à l'usage client. Et puis 2 à 3 jours en longue distance, en embarquant 14 kg d'hydrogène. S'agissant donc du VIP et de la maintenance, eh bien, il y a quelque chose qui va nous aider, c'est que en fait, un panneau de VIP, lorsqu'il est crevé, eh bien, ça se voit sur la carrosserie. Donc, on est capable d'identifier visuellement, alors il faut être un petit peu entraîné, mais visuellement, on est capable d'identifier un panneau endommagé. Et après, comme on est sur de la technologie carrosserie polyester, c'est assez facile de retirer ce panneau, de le remplacer par un neuf et de refaire la partie panneau polyester. Donc, d'un point de vue, je dirais, maintenance ou en cas d'accident, ça a été complètement intégré dans notre cahier des charges et ça posera absolument aucun problème à notre réseau de points service pour remettre le véhicule à niveau. Ce que tu nous expliques là, c'est que la technologie panneau sous vide bénéficie des avantages de la technologie polyester qui est une facilité et une possibilité de réparation beaucoup plus simple que sur d'autres technologies. Effectivement, cette combinaison des choses est un élément important. La technologie sous vide reste très liée à la technologie classique de construction des panneaux sandwich. Une autre question qui nous est parvenue concerne plutôt la production d'hydrogène. On a évoqué les piles à combustible et leur utilisation future dans le transport sur la partie traction et sur la partie production de froid qui est intégrée dans le projet ROD dont on a parlé tout à l'heure. Quelle solution pour la production verte d'hydrogène et sa distribution? Alors là, il y a beaucoup de modèles possibles. Le modèle qu'on préconise dans le cadre de H2 Cold Chain, comme on n'a pas encore beaucoup de stations, c'est un modèle qui vise donc à produire de l'hydrogène vert sur place, sur le site du transporteur, de l'industriel de l'agroalimentaire et du distributeur, à partir de panneaux solaires en toiture ou sur des ombrières. Et donc là, on a un électrolyseur et à partir de l'eau, on fabrique de l'hydrogène qu'on peut redistribuer à la semi-remorque et aux tracteurs sur place. Il y a cette chaîne hydrogène vert, elle est vraiment en train de se structurer. Aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui travaillent là-dessus, notamment des énergéticiens, à partir d'hydrogène fabriqué en masse via des champs d'éoliennes, par exemple, toujours derrière avec de l'électrolyse. Et puis, si on a soit un camion hydrogène pour transporter cet hydrogène vers les transporteurs, soit même l'utilisation des réseaux actuellement utilisés pour le gaz de ville, puisqu'il y a aussi des projets de distribution d'hydrogène en utilisant ces réseaux de tuyaux de gaz. Voilà, il y aura de multiples solutions pour l'hydrogène vert. Alors, vous avez parlé tous les deux
des performances, effectivement, le premier kilowatt qu'on économise, c'est celui dont on n'a pas besoin pour réguler la température. Dans les nouveautés transport, il y a les nouvelles normes 16440 en particulier sur les engins, dans lesquelles il y a pour le dimensionnement des véhicules la prise en compte de l'isolation de la caisse dont on vient de parler, avec des retours. Christophe, tu le disais en amont, le 0,27 en semi-remorque, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis une quinzaine d'années. Ça existe dans des petits véhicules où l'épaisseur des panneaux n'est pas forcément un enjeu par ailleurs. Mais c'est aussi les ouvertures de portes. Julien en a parlé tout à l'heure. La norme 16440 a mis en place un dispositif de calcul des ouvertures de portes et nous l'avons validé à travers une étude cette année sur les ouvertures de portes et sur sa performance en termes de calcul. Et lorsqu'on est sur de la distribution, rapidement, on peut arriver à des ouvertures de portes qui ont le même poids énergétique que l'isolation, d'où la nécessité d'avoir des ouvertures rapides. On a parlé des portes qui se ferment quand le haillon se baisse, on a parlé des ouvertures qui, par leur dimension, permettent un chargement et un déchargement plus rapide. Il est clair que ce sont des éléments, ce sont des nouveautés dans la partie normalisation qui vont donner un cadre commun à tout le monde pour faire les mêmes dimensionnements et pouvoir proposer des matériels qui, effectivement, vont maîtriser les déperditions et donc la production de froid qui va avec et la consommation énergétique subséquente. Ce sont des éléments importants. Dans les évolutions, on a aussi des évolutions sur les normes d'enregistrement de température qui ont été publiées en 2018 pour la conformité des enregistreurs. Actuellement, la révision est en cours sur la mesure des températures dans la chaîne du froid, qu'elle soit pharmaceutique ou alimentaire, avec la révision de la norme 13486. Et puis, on a une nouvelle version de l'ATP qui arrive au 6 juillet, qui sera applicable à partir du 6 juillet. Ce n'est pas une révolution, mais il y a quelques petites nouveautés. Et à la fin de l'année, la prise en compte des nouvelles règles sur le dimensionnement des multitempératures. On a fait quelques travaux sur ces sujets-là. La France a fait un certain nombre de propositions à la CERT au WP11 pour la question de la définition de l'autonomie, pour la prise en compte des multitempératures, avec des outils de dimensionnement de multitempératures. Donc voilà pas mal de choses qui sont sur la table en ce moment. Pour ceux qui veulent poser des questions, vous avez en ligne la possibilité de poser des questions avec le bouton qui est en bas qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Et donc, vous pouvez taper une question et nous les prenons en compte et nous essayons d'y répondre avec les intervenants. Donc, voilà pour les nouveautés sur le transport et pour cet atelier. Comme je le disais tout à l'heure, on aura des présentations sur le transport dans l'atelier innovation de cet après-midi. Nous en aurons dans l'atelier énergie, dans l'atelier digitalisation. Donc, un fil conducteur pour ces journées et la participation d'autres professionnels, qu'ils soient transporteurs, qu'ils soient constructeurs, industriels, et qui interviendront sur ces questions. Pour la partie réglementaire, on aura aussi l'intervention de Mathieu Mourer en fin de journée, qui nous donnera les sujets d'évolution en matière réglementaire dans le transport frigorifique. Et donc, c'est aussi un des piliers. C'est pour ça qu'on n'a pas mis l'accent sur ces sujets-là, sur les réglementations, même si toutes les autres s'appliquent. La réglementation sur les fluides, la réglementation sur les aspects consommation énergétique. Donc, des sujets pour l'avenir et encore pas mal d'innovations à faire. Nous allons, avec cet atelier, terminer la première matinée d'atelier de ces journées techniques. Nous espérons que vous avez tous pu suivre attentivement les différentes conférences, que vous avez tout bien entendu et vu. Nous avons enregistré, donc vous aurez les présentations dans quelques temps en vidéo sur chaque intervention, chaque atelier en tout cas. Vous aurez les réponses aux questions. Nous avons encore des questions qui n'ont pas eu de réponse parce qu'elles sont arrivées juste après la fin de la présentation précédente.
Donc, sur la pénétration du label Certicold auprès des professionnels de santé, eh bien, c'est un label qui, en matière de transport, se développe et touche de plus en plus d'entreprises. Donc, nous avons aujourd'hui constaté des appels d'offres de laboratoires pharmaceutiques ou de professionnels du service dans la pharma qui intègrent l'exigence Certicold. Il y aura une évolution dans les prochains temps des règles de l'OMS qui intégreront dans le programme PQS, on en parlera cet après-midi, les moyens de transport. Nous aurons l'intervention d'Isaac Gobina de l'OMS en fin d'après-midi. Donc, une pénétration de plus en plus large des dispositions incluses dans Certicold. La question concernant… Tu peux remonter, s'il te plaît. La question concernant l'application Data Bilan, oui, vous pouvez avoir une démonstration de l'application, évidemment. N'hésitez pas à contacter Olivier Vallée, qui en a fait la présentation tout à l'heure, et il sera un plaisir de vous faire une démonstration et de vous permettre de découvrir les fonctionnalités de cette application. Et puis, donc à la fin, qu'est-ce qu'il y a que je n'ai pas répondu? Tout en bas, tu en avais une fois. Et une dernière petite question pour Julien et pour Christophe, peut-être votre avis sur le panneau solaire dans le transport frigorifique. Est-ce que vous lui voyez un avenir, puisque il y a eu quelques communications sur le sujet dans le transport? Est-ce que vous pouvez tous les deux nous en dire un mot? Alors Christophe, tu en as dit un mot pour le panneau solaire qu'on utilise en poste fixe pour faire de l'hydrogène vert. Oui. Derrière, j'imagine que derrière cette question, il y a aussi la question du panneau solaire embarqué sur le toit du camion. Je vous laisse répondre tous les deux, Julien et Christophe. Le panneau solaire, tel qu'on le voit aujourd'hui, peut être un appoint d'énergie. D'ailleurs, on en monte déjà sur les véhicules, notamment quand on a une semi-remorque qui doit être en autonomie et équipée de la télématique, par exemple. On peut très bien avoir un panneau solaire qui maintient une charge de batterie suffisante pour que la semi-remorque continue à communiquer. En ce qui concerne la production de froid directement via les panneaux solaires, aujourd'hui, ça nous semble être au niveau des performances des panneaux, pas encore suffisant pour pouvoir offrir une solution qui s'adapte à de très larges usages. Ça va peut-être convenir à vraiment des niches de marché, mais on ne voit pas ça comme une solution à court terme sur un usage généralisé. Merci. Julien, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, je peux compléter ce que dit Christophe. Je suis assez d'accord avec sa position. Aujourd'hui, la problématique, c'est la puissance. Alors, sur le silencieux, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a simplement besoin de 700 watts en fait, pour alimenter les ventilateurs. Aujourd'hui, on a 5 heures d'autonomie avec les batteries embarquées. Et si on met des panneaux solaires sur le pavillon, on peut arriver à une trentaine d'heures. Voilà. Merci. Je vous propose de conclure cet atelier ici et de retenir l'invitation, le rêve de Julien en introduction, de sa présentation. Je pense que nous avons parlé là de projets collaboratifs entre différents acteurs du métier, carrossiers, frigoristes, fabricants producteurs d'énergie, distributeurs d'énergie et de transformation. Effectivement, dans le développement, l'innovation, il y a des projets individuels d'un industriel qui innove, mais nous avons besoin de vraies ruptures dans le froid et dans le transport frigo en particulier, à commencer par celle sur les fluides dont on a parlé ce matin. Et pour faire ces ruptures, le Sémafroid vous rejoint tout à fait, rejoint l'idée de Julien. Nous avons une capacité, en particulier avec le partenariat du frigorifique dont on parlera cet après-midi dans l'atelier innovation, d'accompagner une profession
pour de la recherche collaborative. Et pour ces ruptures, nous sommes convaincus qu'il y a évidemment besoin de recherche individuelle de chaque industriel sur le progrès, mais qu'il y a besoin de recherche collective à travers une profession, à travers une fédération, à travers un syndicat ou à travers tout simplement un groupe d'industriels qui partagent cette vision pour faire de la recherche collective et faire de vraies ruptures technologiques. Il n'y en a pas eu depuis les années 70 et l'introduction du panneau sandwich dans le camion frigorifique. Il y a la place à de la rupture, à de la recherche et à de l'innovation en termes de rupture. Eh bien, relevons le défi ensemble, industriels, utilisateurs et experts que nous sommes, de faire une partie de ces avancées de manière collaborative. Voilà. Sur cette conclusion, je vous propose de passer à la pause déjeuner. Donc, au mieux, on peut vous envoyer une photo de plateau repas si vous voulez. Sinon, bon appétit à tous. Et puis, on se retrouve pour les ateliers de cet après-midi à 14 h. Ici, attention pour ceux qui étaient là ce matin et qui se reconnectent cet après-midi, le lien Zoom est un autre numéro. Il y a un lien Zoom par demi-journée. Donc, si vous vous connectez sur le lien de ce matin, vous risquez de vous retrouver tout seul. C'est très désagréable et on n'en a pas envie. Donc, pour nous rejoindre, prenez bien le nouveau lien pour cet après-midi à 14 h. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci aux intervenants. Merci Christophe, merci Julien, merci Claudia, merci Mathieu pour la participation et à tout à l'heure. Merci bien.